BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Je vous souhaite à tous une très belle année et que tous vos vœux se réalisent. Au programme de l'émission, en cette première semaine de 2023, Diverto, le nouveau magazine télé de la PQR, sort cette semaine et nous recevons aujourd'hui Antoine Dacor, son directeur exécutif. Coup de frein pour l'industrie des programmes télé en 2023. L'âge d'or des contenus est-il derrière nous? Julien Casqui nous en dira un peu plus dans son journal et puis on terminera par ce débat crise climatique, retraite, sursaut, mobilisation. Comment ont été reçus les vœux de bonne année des politiques par les Français? Réponse juste après dans le Focuscom. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour. Bonjour Rebecca, bonne année. Bonne année à vous aussi. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca et bonne année. Bonne année. Nous allons aujourd'hui parler du nouveau magazine télé. Il s'appelle Diverto. Il sort dans les kiosques ce week-end. Et il est disponible en ligne depuis 7 semaines. Antoine Dacor, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur exécutif de Diverto. Diverto a été créé par 53 journaux de PQR. Il entend dépoussiérer la télé, ses nouveaux usages, veut être plus tourné vers les plateformes, le divertissement et surtout la multitude d'écrans qu'utilisent les Français aujourd'hui. La télé change sans cesse depuis quelques années et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Est-ce qu'elle a encore justement besoin d'un guide télé en 2023, la télé ? Notre conviction, c'est qu'on n'en a plus que jamais besoin. On n'en a plus que jamais besoin. C'est l'âge d'or de la télé, mais au sens très large, peut-être dans une nouvelle définition de la télé, comme vous l'avez décrit, de tous les écrans, de tous les usages, de tous les formats, télé, TNT, plateforme, VOD, réseaux sociaux, etc. Et donc, pour s'y retrouver, aujourd'hui, c'est plus que compliqué. On peut passer plus de temps, et tout le monde l'a vécu, à chercher un programme qu'à le regarder. Nous, on est là pour vous aider à éviter ça et à répondre à la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je regarde ce soir? Et au-delà, qu'est-ce que je peux faire? Comment me divertir? Justement, sur le site, on voit qu'il y a les onglets classiques, télé, séries, cinéma, livres, plateformes et podcasts. Mais il y a aussi les 10 plateformes en onglet, les 10 plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, Salto. Est-ce que donc c'est justement pour s'aider à s'y retrouver parmi toutes les offres de contenu qu'il y a aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a aussi l'actualité en complément de ces propositions et de ces choix éditoriaux finalement que vous faites, l'actualité de ces plateformes-là, dans ces onglets-là? Alors, oui. C'est ça que j'essaie de comprendre en regardant. Oui, sur l'écosystème diverto.tv, vous avez 2 activités principales. Un flux d'informations global sur la télé, les écrans, les plateformes, l'entertainment en général. Donc c'est des articles, c'est des news, c'est des vidéos. Et puis vous avez un service qui répertorie tous les programmes, donc la grille des programmes télé, TNT comme on la connaît, mais de manière très exhaustive. Et également, ça c'est nouveau, un catalogue des contenus VOD. Donc vous pouvez chercher une série et savoir sur quelle plateforme, à quel moment, pour quel prix éventuellement vous pourrez la regarder. Et on va beaucoup travailler là-dessus. On est en ligne depuis quelques jours sur diverto.tv, mais on est déjà en train d'évoluer et on a pour ambition de devenir le guide ultime de la télé, des écrans, mais de toutes les cultures populaires également, spectacle, cinéma, musique, etc. Et vous êtes une marque digital first, vous misez avant le print sur le digital, avec 2 fois plus de contenu et de production de podcasts et de vidéos. Quel genre de production comptez-vous faire par exemple ? Alors, par exemple, au-delà des contenus d'information et du serviciel qu'on fait sur le digital, on va produire, nous aussi, passer de l'autre côté de l'écran, mais à un but d'information, une émission musicale, avec des artistes qui jouent, des interviews, etc. Dans le territoire, sur leur tournée, en région. On est un titre distribué avec les quotidiens régionaux, c'est notre ancrage, on est avec les Français dans le territoire et donc on va aussi produire une émission musicale qui sera diffusée sur diverto.tv, les réseaux sociaux et certaines chaînes locales. Et c'est ça aussi que vous comptez faire, parce que j'ai lu que vous vouliez faire de l'événementiel, c'est ça? Alors c'est en partie ça, en tout cas ce sera lié, on est en train de voir comment
étendre notre activité média au-delà du print, au-delà du digital et aussi sur l'événementiel. Ça commence en cette rentrée avec un événement qui est plutôt B2B, où on invite le secteur et le marché. Mais on espère pouvoir l'ouvrir au grand public très rapidement. Bon, là, on est à peine sorti, c'est encore les prémices, mais on est en train de poser les jalons d'une marque 360, parce que c'est ça qui est vraiment nouveau avec Diverto. C'est une marque nationale lancée par les quotidiens régionaux. Un mot justement sur le business model. Tout est gratuit pour les utilisateurs sur le digital et vous allez lancer un sponsoring des primes pour les annonceurs. C'est quoi exactement ? Oui, tout à fait. Côté utilisateur, donc on le redit, tout est gratuit. Le magazine imprimé est distribué en supplément des quotidiens régionaux en fin de semaine et accessible également dans leur liseuse en version numérique PDF. Et ça, c'est nouveau, ce n'était pas le cas avec l'offre précédente. Sur le site, tout est gratuit. Certains contenus issus du magazine imprimé seront parfois derrière une inscription. Il faudra pouvoir se connecter pour créer une relation entre l'utilisateur et nous. En revanche, côté secteur, on fait notre travail d'une part d'information. Donc on est là pour être prescripteur, pour trier, pour guider, pour hiérarchiser, vous proposer les meilleurs contenus à voir, les meilleurs spectacles à voir. Mais c'est nouveau, encore, on permet aux producteurs, aux chaînes, aux diffuseurs de venir en effet sponsoriser un programme pour le mettre en avant. Typiquement dans la grille des programmes, et on l'a avec une fiction du service public sur les premières semaines, vous pouvez venir amener votre création, encadrer votre place dans la grille des programmes, faire une création graphique pour vraiment dire au lecteur, hey, regardez, c'est nouveau, ça commence maintenant. Un peu comme on le connaît sur un sponsoring sur les réseaux sociaux, ben nous on l'a réinventé dans le magazine papier. Moi, je reviens un peu sur le print, parce que dans ce dispositif, il y a quand même à la base un magazine, quoi. Bien sûr. Même si Digital First, c'est vos éditeurs, les 53 éditeurs de la PQR qui sont à l'origine de cette initiative. C'est quoi le rôle du print là-dedans et comment est-ce que ça se passe justement avec les éditeurs de presse quotidienne régionale ? C'est sûr que le magazine imprimé, c'est notre fondation, c'est notre pilier. Mais si on, et je vous réponds tout de suite, mais si tout de suite on parle vraiment de Digital First et de Global, c'est parce que tout de suite on est convaincu que la nécessité du guild ultime de la culture populaire est réelle. En revanche, on sait déjà qu'elle ne sera pas forcément que papier dans les années à venir. Donc on pense à tout ça. Le magazine, il faut bien se dire que c'est une aventure historique, unique, peut-être la dernière malheureusement que la presse française connaîtra. On vient de finir l'impression du premier numéro à plus de 3,5 millions exemplaires. 3,5 millions, c'est énorme. Il n'y a pas d'autre titre en France qui fait un tirage aussi conséquent. Donc on travaille avec 6 lieux d'impression et de brochage au global. C'est un défi industriel autant que commercial et éditorial, Diverto, et on achemine ça dans les 53 titres jusqu'au bout, et tout ça est centralisé. Donc pour réaliser tout ça, tous les titres qui nous portent, alors à l'exception de La Marseillaise qui lui est client de Diverto, tous les autres sont membres de l'entreprise Diverto, donc actionnaires, à part égale, à risque égal, de l'entreprise Diverto que je dirige, en leur nom, pour eux. Donc c'est vraiment leur produit, leurs promesses, et c'est porté par eux. Et donc le modèle économique, il est très simple. On a des revenus publicitaires, on est en régie avec 366, la régie de la PQR, qui a un objectif de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros sur la première année, et le reste, si besoin est, vient par l'investissement de nos membres. Et si on parle de contenu, ça ressemble à un magazine télé, j'ai envie de dire, parce que je crois que plus complètement. Ouais. On a veillé à ce qu'il le soit encore. Vous avez toujours 43 pages de grille des programmes, évidemment. Donc les lecteurs habitués à un service depuis 30 ans l'ont toujours. En revanche, on a vraiment développé une partie magazine avec des sélections, différentes entrées pour trouver le programme qui vous convient selon le temps que vous avez, selon l'humeur que vous avez, selon le jour dans lequel vous voulez regarder. Et on a rapproché les usages pour que sur la même page, même dans la grille des programmes, vous puissiez avoir le choix entre un contenu de la télé, des plateformes, voire du cinéma ou un spectacle. Pour terminer, vous qui êtes en plein dedans, hier nous étions téléspectateurs, aujourd'hui on est télé-digispectateurs. Quid de demain? Que sera la télé dans 5 ans? Bien, je pense qu'il faut la prendre au sens très très large. Je pense que personne ne peut y répondre, et surtout pas moi. Même dans 2 ans, ce serait déjà beaucoup dire. Beaucoup de choses passent par les écrans. Aujourd'hui, c'est le premier constat. S'il y a une petite vision à avoir, c'est quel va être l'avenir de l'écran, justement, qui est un carrefour aujourd'hui pour l'audio,
pour la télé, pour la lecture, pour la vidéo, pour les jeux vidéo, l'écran aura tendance aussi à se dématérialiser. On le sait, avec les écrans holographiques ou les écrans mous, etc. Donc il faut qu'on se prépare à tout ça, avec également le métavers, la télé augmentée, la réalité augmentée. En tout cas, pour moi, c'est là où les futurs gros mouvements vont arriver. C'est l'heure de passer au questionnaire de Julien Casqui, à l'étude de cas de Julien Casqui. Et oui, parce qu'on est tous des cas particuliers. On va étudier le cas Antoine D'accord. Voilà, donc c'est 2 questions en rafale, 10 questions en rafale, 10 questions en 2 rafale. minutes. Ok. On lance le chrono, c'est parti. Allez, c'est parti Antoine D'accord, votre réseau social préféré? Ça reste Facebook pour les groupes. Je suis là-dessus mes centres d'intérêt forts qui peuvent être les comics, la vidéo, la radio, etc. Sur quel média le matin vous informez? France Info, À la télé ou à la radio? à la radio. Cyril Hanouna, Yann Barthès. Yann Barthès, Pourquoi? parce que Votre émission préférée à la télé? quelle dure question. Ça peut être une ancienne, Plutôt nouvelle. plutôt nouvelle. Actuel. Ah, écoutez, émission Est-ce préférée. que ça à veut la dire qu'il télé. n'y a plus de bonnes nouvelles On émissions? est plus dans... Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a différents choix et que justement, c'est la question de la télé qui est dure. Je suis désolé, on le perd du tourne. temps. Allez. Une seule. Une seule. Une seule. Celle On qui l'a- vous vient. On l'a pas encore vu, mais on aura bientôt les 20 ans de la réunion Nouvelle Star sur M6 et je pense Allez, que Nouvelle Nouvelle Star est une Nouvelle de mes Star. émissions préférées. Votre programme préféré sur les plateformes ou les réseaux sociaux? Samuel Etienne sur Twitch. Sur Twitch. Le nombre de plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné? 50 secondes. Comme les Français, est-ce que Jean-Luc Reichmann est votre animateur préféré? Pas du tout. Quel est votre animateur préféré ou animatrice? Karine Le Marchand. Un mot pour qualifier la télé d'aujourd'hui? Un mot. Multiple. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement diverse et que le mot télé aujourd'hui est complètement en train d'être repensé. 30 secondes. Le programme qui vous manque le plus aujourd'hui à la télé? Interville, Et votre Madeleine de Proust télévisuelle? Goldorak. Le nouveau Michel Drucker aujourd'hui, c'est? C'est vous? Et on a une dernière question. Il est très content, là, Rebecca. Julien Casqui. Il m'avait fait Il ma avait journée. fait sa journée. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Pourquoi Diverto? C'est marrant. Alors pourquoi Diverto? Parce que diversité, divertissement. En fait, on espère justement, et ça répond un peu à ce qu'on se disait sur télé, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, divertissement, entertainment. On est devant une forte profusion et pour nous, le mot Diverto, le titre qu'on veut porter, doit pouvoir porter haut toute cette variété. Merci beaucoup Antoine D'accord. Vous êtes directeur exécutif Merci à de vous. Diverto. Si vous êtes en télé, voilà, je suis en train de le montrer. C'est la première couverture du magazine Print. C'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Début d'année oblige, on commence par un bilan des audiences 2022. TF1 reste leader devant France 2 et France 3, mais la chaîne atteint quand même son plus bas niveau historique. Avec 18,1% de part d'audience, la chaîne TF1 perd 1 point par rapport à l'année dernière. Une des raisons principales, son conflit avec Canal+, qui a duré plusieurs semaines et qui a arrêté de diffuser ses chaînes. Sa rivale M6 a elle aussi perdu des téléspectateurs avec un plus bas en 20 ans, à 8,4% de part d'audience. Les deux chaînes se sont peut-être plus concentrées sur leur fusion que sur la programmation. Les grandes gagnantes sont les chaînes d'infos en continu portées par la présidentielle et la guerre en Ukraine. L'âge d'or des contenus est-il derrière nous ? Ouais, c'est la question que je peux vous poser, Rebecca. 2023 devrait être en tout cas l'année du coup de frein des investissements dans les programmes télé. Au niveau mondial, en 2023, les chaînes de télé et les plateformes vont diminuer leurs dépenses à un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Une baisse de 3% pour les chaînes traditionnelles, en cause un ralentissement de l'activité économique au niveau mondial. Et les plateformes de streaming, elles, vont investir 3 fois moins que l'année dernière. Daniel Kretinsky continue de s'intéresser aux médias français. Il veut s'offrir le média en ligne brut. Selon le Figaro, il a contacté les fondateurs pour acheter 50% du capital. Problème, Renaud Levanquim et Guillaume Lacroix, les deux dirigeants, veulent, eux, garder le contrôle de leur entreprise. Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, est lui aussi intéressé pour entrer au capital. Il vise
pour l'instant uniquement une participation minoritaire. Meta, maison mère de Facebook, à nouveau sanctionnée dans l'Union européenne. 2 amendes, un montant global de 400 millions d'euros. C'est ce qu'inflige la CNIL irlandaise pour violation du règlement européen sur les données. Elle lui reproche de ne pas avoir recueilli le consentement libre et éclairé des utilisateurs de Meta pour leur adresser de la publicité. Meta doit modifier dans les 3 mois ses conditions d'utilisation et fait appel de cette décision. Et la CNIL française, cette fois, inflige à Apple une amende de 8 millions d'euros pour non-respect du droit lié à la pub ciblée. On y reviendra d'ailleurs dans la chronique de Frédéric Roy tout à l'heure. La première campagne chouchou de l'année d'Hebdocom cette année, c'est la campagne de marque de Canal+. Elle est signée BETC, l'agence d'Havas. Dans ce spot, on voit un couple de trentenaires se passionner pour une fausse série anglo-saxonne. Ils la regardent dans le métro avant de dormir, achètent les costumes des personnages, se tatouent même sur le bras le W du personnage principal. Bref, ils deviennent complètement fans. Problème, au dernier épisode, on vous laisse découvrir. Princess Wakani, the last protector of the secret. C'est quoi ça? Et c'est une nouvelle série, ça a l'air charmé. The secret is mine. Wow. If they find the secret, we will disappear. After 10 years, the secret of Wakani will be revealed tonight. Wakani! 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 Wakani, wake up, Annie. Wake up, Annie. Hey, wake up. Oh, I think I just had the most crazy dream. I was a princess. I was becoming queen. Non mais c'est ça la fin? C'était un rêve? Voilà, ne confiez pas votre imagination à n'importe qui. Rebecca, c'est ce qu'on voit à la fin. Vous inquiétez pas pour moi. Spot publicitaire, la campagne est déclinée en télévision, au cinéma et en digital. Merci Julien Casqui pour ce journal. On vous retrouve la semaine prochaine. Frédéric, on en pense quoi de cette campagne Canal+? Bon, on en pense du bien. Et c'est vrai que BETC a fait pour Canal des choses tellement extraordinaires qu'on est très exigeant. Mais honnêtement, je trouve que ça reste d'un très très bon niveau. Et c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Samedi dernier, Emmanuel Macron a appelé à l'unité nationale, a confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites et a insisté sur la transition écologique. Marine Le Pen, elle, appelle à la mobilisation pour poursuivre le sursaut des législatives. Olivier Faure voudrait changer les règles du jeu et Jean-Luc Mélenchon annonce, je cite, que ça va chauffer en janvier. D'une manière générale, avez-vous été convaincu par les vœux de bonne année qui ont été émis par les différents responsables politiques? Et la réponse est non, un non ferme. Seuls 29%, 3 Français sur 10 se disent convaincus. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder et on accueille aujourd'hui Jeanne Barrier, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes directrice du pôle influence chez Havas Paris. Je voudrais juste qu'on écoute un passage des vœux d'Emmanuel Macron. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Jeanne, ce passage a été très très critiqué. Est-ce que c'est le cas d'école d'une faute de com politique? Alors, ce n'est pas un cas d'école. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose 2 minutes sur ce que c'est que l'exercice des vœux. L'exercice des vœux, c'est un exercice de bilan forcé. C'est comme vous vous retrouvez tous devant une page blanche, vous êtes obligés de la remplir, et ben c'est très compliqué. Vous forcez l'imagination, vous faites passer finalement l'idée avant le fond, donc forcément qu'est-ce qu'on va retenir? C'est la forme. Sur le cas Macron, de ces vœux Macron,
on a retenu 2 choses. On a vu les commentateurs politiques ont retenu 2 choses. La première chose, c'est la bourde. Et la deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est la bibliothèque de CDI où les militants sur les réseaux sociaux se sont tous, ont tous commenté pendant presque tout le discours. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait derrière sa bibliothèque de CDI, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand on est dans un dîner en ville, quand on n'a rien à se dire, finalement, on commente la déco, on parle de la météo. Bon, pour moi, c'est oui, un exercice de com raté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps, je pense, de se dire 5 minutes. Qu'est-ce que les gens vont retenir? Dans quelle mesure d'empathie je me mets pour que les gens se mettent à ma place et soient rassurés? Il y a un discours où il a été très bon, après je vous passe la parole, c'est le discours du quoi qu'il en coûte. C'est pour moi le seul discours de Macron où vraiment il a compris la stratégie de communication qu'il fallait adopter, c'est rassurer. Il était là pour rassurer. On était tous dans une urgence absolue. On avait besoin d'être rassurés et il nous a rassurés. Et là, c'est un exercice raté parce qu'il n'a rien dit. Jean-Xavier? L'exercice des vœux, c'est de toute façon une obligation. Alors, sur une obligation, on peut le prendre un peu dans tous les sens, mais on a quand même de fortes chances d'être ou neutre ou négatif, on va dire, en termes de balance de résultats à la fin. Là, en l'occurrence, et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est certain qu'à partir du moment où l'exercice consiste grosso modo en un bilan non exhaustif et un peu trop court et en une bande d'annonces un peu floue de ce qui va se passer, forcément le contenu est déceptif, en tout cas pas impactant. Et ce qui est impactant, c'est les quelques petites aspérités qui souvent sont plus des fautes que des bonus, on va dire, de communication qui vont ressortir. En l'occurrence, ce qui a été dit sur le réchauffement climatique, volontaire ou pas, en tout cas a totalement absorbé l'attention médiatique et de l'opinion sur ces vœux. Et quels que soient les messages qu'Emmanuel Macron ait eu l'ambition de faire passer ou pas à cette occasion-là, aucun autre finalement n'a retenu l'attention de qui que ce soit. Si on revient plus largement sur l'exercice des vœux des politiques et sur le sondage donc et les 71%, on voit bien qu'en fait, là aussi, le chiffre n'est pas si surprenant que ça. Et finalement... C'est l'inverse qui aurait été surprenant. Oui, l'inverse aurait été très surprenant en effet. Et finalement... les vœux, il faut aussi peut-être les replacer dans une perspective historique un peu plus large. À une époque, en fait, c'était un temps de communication majeur parce qu'en fait, des temps de communication importants où on parlait aux Français de manière un peu solennelle, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, on peut les multiplier à l'infini. Alors, certes, celui-ci demeure avec une audience qui reste importante, mais une déception qui reste toujours la même. Et je pense que oui, évidemment, il faut séparer les vœux d'Emmanuel Macron qui restent à tous les Français des vœux des autres personnalités politiques qui s'adressent sans doute plus, malgré tout, à leurs sympathisants, on va dire ça de manière peut-être un peu réductrice, mais la déception reste la même, l'intérêt est assez faible parce que le contenu finalement est à la fois assez creux et assez attendu. Mais il ne peut pas être autre chose en fait. Quand on est 29%, c'est quand même pas beaucoup, donc on a l'impression que finalement, même Macron prend ça comme les derniers devoirs ou les premiers devoirs de l'année ou les derniers devoirs des vacances et fait ça un peu à la va-vite en disant de toute façon il n'y a aucune chance que 60% des gens, à moins d'avoir une forte annonce, mais en l'occurrence c'est pas le cas, c'est quasiment un exercice de politesse républicaine. Oui, s'il ne le fait pas, c'est pas pardonnable. C'est la figure imposée. D'ailleurs, on l'a vu, Mélenchon, si vous avez vu les vœux de Mélenchon, il dit dès le début, en fait, ça sert à rien, bonne année quand même, il fait quand même ses vœux. C'est-à-dire que même Mélenchon se force à faire l'exercice imposé parce que c'est un représentant politique et il est obligé de le faire, évidemment. Et ça peut être vraiment très très creux. Pour prendre un autre exemple, je ne sais pas si vous avez vu ceux de Laurent Wauquiez qui dit « L'année 2023 sera ce que nous en ferons ». Oui. Merci. Donc, merci, bonsoir. Finalement, est-ce que le courage politique, ce serait pour un président de la République de dire il n'y aura pas de vœux cette année, à part bonne année? Alors, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'au fond, il est quasiment entendu maintenant que les vœux dans leur contenu sont relativement faibles, mais jamais un président n'a présenté ses vœux pendant aussi longtemps. Et en plus, dans une forme de continuité. Emmanuel Macron, il est long depuis déjà un bout de temps. C'est une vingtaine de minutes en permanence. Contre 3 minutes de Pompidou. Exactement. C'est même pas une histoire d'époque. Non, absolument. Donc peut-être qu'en effet, il y a matière, à partir du moment où le contenu faiblit, à raccourcir au moins la durée. Et si on revient rapidement sur Mélenchon, et je voudrais le relier à Olivier Faure, qui ont tous les deux misé sur l'ironie, avec Olivier Faure qui joue au Macron poli, et Mélenchon qui, sous le ton d'ironie, dit ça va chauffer en janvier. Si on analyse un peu cette communication, c'est quoi la stratégie sous-jacente de cette ironie-là?
Moi, je suis même pas sûre qu'il y avait vraiment une stratégie. Je pense, je vois bien les conseillers com autour d'Olivier Faure qui se disent bon, qu'est-ce qu'on fait cette année aux vœux ? Et ils se sont dit on va faire une série fiction, on fait le Macron Poli, c'est génial. Donc vraiment pour le coup là, c'est la forme avant le fond, c'est le plus criant, je trouve, des vœux de cette année. Et voilà, après c'est très impressionnant. Moi, je trouve que c'est une belle idée créative, etc. Mais voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'on retient ? Le Macron Poli. Mais qu'est-ce qu'il a dit Olivier Faure ? Qu'est-ce que le PS a voulu dire ? C'est quoi l'engagement pour 2023 ? Donc on retient la forme et pas le fond. On retient l'idée buzz. Ouais. Merci beaucoup Jean-Xavier Arnaud, vous êtes associé chez Tilder, et merci Jeanne Barillet, vous êtes directrice du pôle influence chez Havas Paris. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, je vous sens un peu narquois pour cette première chronique 2023. Oui, Rebecca, c'est vrai. C'est vrai qu'en découvrant la décision de la CNIL d'infliger une amende de 8 millions d'euros à Apple, j'avoue que j'ai un peu savouré l'ironie de la situation. Pas seulement parce que c'est un montant dérisoire, c'est à peu près l'équivalent d'une pièce de monnaie pour Apple, dont je rappelle au passage que le chiffre d'affaires 2022 était de 394 milliards de dollars. Non, en fait, ce qui m'a fait sourire, c'est que cette amende est censée punir la marque à la pomme qui a quand même assez largement tendance à jouer les donneurs de leçons en matière de protection de la vie privée. Elle est connue pour avoir imposé et en fait elle se fait pincer précisément pour avoir mis des traceurs publicitaires sur son magasin d'appli, ce qui, on va dire, est un peu malvenu pour une marque comme Apple, qui en plus interdit aux gens qui viennent faire du commerce dans sa boutique d'installer ses propres mouchards. Donc c'est un peu, voilà. La claque de la CNIL, pour faible qu'elle soit, est quand même un peu piquante pour l'ego de la pomme, c'est-à-dire pour son image. Merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et je le rappelle, Hebdocom est surtout disponible en podcast et en vidéo à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.